Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte La Grande Peur. Première partie, les campagnes françaises en 1789. Le peuple ressemble à un homme qui marcherait dans un étang, ayant de l'eau jusqu'à la bouche, à la moindre dépression du sol, au moindre flot, il perd pied, enfonce et suffoque. Quelle image saisissante, non ? Qui parle ainsi ? Eh bien, il s'agit de l'historien Taine. A-t-il raison ? A-t-il tort ? Est-ce qu'il n'exagère pas un peu ? Et surtout, quel est le rapport entre cette sentence et notre sujet ? Si nous nous attachons à la figure du peuple, c'est parce qu'il est le personnage principal de notre sujet, à la fois acteur et victime. C'est avec lui que tout commence. Ce peuple, qui est-il ? Quels sont les femmes et les hommes qui appartiennent à cette multitude immense ? Le peuple est un tout, mais pour notre podcast, nous allons extraire de ce tout le monde des campagnes. Nous allons parler des paysans. C'est sur ce territoire des campagnes, qui à ce moment-là est presque toute la France, que va se jouer ce moment surprenant et complexe de la Grande Peur. Alors, regardons cela d'un peu plus près. Eh bien, commençons par dire qu'au moment de la Révolution, 75 à 85% des Français étaient des paysans. 4 millions d'entre eux possèdent peut-être un quart de sol du pays. Les paysans ne jouent pas un rôle dans les événements politiques qui précèdent 1789, mais ils ne sont pas pour autant inactifs. Mais en 89, l'immense monde paysan, pour une fois qui ne se reproduira plus, va se soulever dans le même sens que la révolution parisienne, comme l'écrit l'historien François Furet. En cette année 1789, le monde immense des campagnes espère de tout son cœur qu'on va prendre en compte les attentes qu'il a formulées à travers les cahiers de doléances. Oui, ces cahiers ont fait naître un fol espoir. Cela fait trop longtemps que l'on patiente, que l'on se rebelle de ci, de là, pour rien. Et puis, maintenant, les changements sont annoncés d'en haut. Pourquoi ne pas penser que le roi est sincère et de bonne volonté ? Après tout, n'est-ce pas lui qui a décidé de la réunion des États généraux ? Et si le roi pouvait faire en sorte que la crainte du lendemain disparaisse, et s'il pouvait faire en sorte que l'on soit définitivement assuré, mais assuré de quoi ? Assuré de manger chaque jour à sa faim. En effet, la grande ennemie pour les paysans, c'est la faim. Dans les villes, les émeutes sont dues au manque de pain ou à son prix prohibitif, quand on en trouve. On réclame aussi que son prix soit fixé. On se plaint aussi, on souffre aussi du mauvais approvisionnement en grains. Nous savons qu'à Paris, le prix du pain peut représenter jusqu'à 80 voire 90% du salaire d'un travailleur. La période regorge d'émeutes de la faim et de la peur du manque. Elles se traduisent souvent par une grande violence à l'égard de ceux qu'on accuse de vouloir affamer la population. Le boulanger qui cacherait son pain pour le vendre au plus offrant. Le seigneur qui ferait couper les blés, dit-on, quand ils sont encore verts, pour affamer et soumettre la population. Le prix du pain, le prix du grain, de l'accès au grain, court avant, pendant et après la Révolution. Mais sera-t-il donc réglé un jour ?
qu'est-ce qui pose problème finalement? Pourquoi les paysans ont faim? Eh bien, la grande majorité d'entre eux possèdent la terre, mais ils ne peuvent pas vivre de cette terre. Et puis les paysans, parfois, ont des difficultés pour trouver de la terre. Les paysans peuvent difficilement compléter leurs revenus. Et les droits collectifs n'arrangent pas leur situation. Et puis les paysans, de tout temps, sont victimes des aléas du climat et de la guerre qui ruinent et qui ravagent les cultures. Et les paysans doivent faire avec des politiques économiques risquées et parfois hasardeuses. L'étude sur le long terme des cahiers de doléances montre que Taine, que nous citions en préambule, dit juste. L'image du paysan vivant paisiblement et à l'aise ne tient pas la route. Le paysan est toujours à deux doigts de la faim et de la mendicité. En 1789, il possède certes une part importante du sol selon les régions et les paroisses, mais les campagnes sont très peuplées et beaucoup de familles ne possèdent rien, pas même leur chaumière et leur courtile, nous dit Georges Lefebvre. L'historien ajoute qu'autour de Versailles grouille un véritable prolétariat rural. Quant à ceux qui possèdent, eh bien, ils ne possèdent pas assez pour nourrir leur famille. Prêtres, nobles et bourgeois louent leurs terres à de pauvres métayers. Dans beaucoup de régions françaises, notamment le centre, le sud-ouest, le métayer reste souvent très dépendant, précaire et vulnérable aux mauvaises récoltes. Il est souvent endetté, soumis aux propriétaires, et contrairement, comme nous l'avons dit, à l'image d'un paysan libre possédant sa terre, une partie importante du monde rural vit justement dans cette dépendance économique. La terre manque dans ce monde des campagnes très peuplées, et pour aggraver les choses, la population croît régulièrement. On pense ainsi que la population française s'est accrue d'environ 2 millions d'individus entre 1770 et 1790. Cela peut sembler étrange dans un contexte économique aussi tendu. Les cahiers de doléances témoignent parfois de familles de 9 enfants. Le nombre des paysans sans terre va donc en augmentant entre ceux qui ne sont pas propriétaires et ceux qui ne trouvent rien à louer. Quand on ne trouve pas de terre, il faut parvenir à trouver de l'argent autrement. Les plus entreprenants ou les plus chanceux se font marchands ou artisans. Dans les villages et les bourgs, on trouve des meuniers, des aubergistes, des cabaretiers, des coquetiers, des blatiers, des brandeviniers, des brasseurs dans le nord, des tanneurs, des charrons, des bourliers, des maréchaux, des sabotiers. Le secteur de la construction est aussi un employeur potentiel, mais l'immense majorité du peuple des campagnes est obligée de demander du travail aux gros cultivateurs. Même si on possède de la terre, cela ne sert pas assez pour vivre, et l'immense majorité des paysans doit trouver d'autres sources de revenus. Ils peuvent, dans certains cas, profiter, entre guillemets, des opportunités que leur procure, entre guillemets encore, l'industrie rurale. Flandre, Picardie, Champagne, Bretagne, Maine, Normandie, Languedoc sont les régions qui offrent aux paysans filature, tissage et bonneterie. On leur fournit la matière première et souvent l'outillage. L'homme tisse dans sa chaumière, tandis que sa femme et ses enfants filent. Ils offrent leur travail alors à des prix dérisoires. Le paysan peut compter aussi, selon les régions et les paroisses et à des degrés divers, sur les droits collectifs. Cela aide quand on vit à deux doigts de la mendicité. Les droits collectifs secourent le paysan. Il peut ainsi glaner et arracher les chaumes que l'emploi de la faucille laissait très haut, et cela sert alors à réparer le toit ou à garnir les tables. La vaine pâture permet d'envoyer le bétail dans les guérets, les jachères, et aussi les prés,
après la seconde coupe. Mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ces usages subissent de graves atteintes de la part des propriétaires privilégiés et des grands fermiers. Le sort du peuple dépend entièrement des récoltes. Et nous savons que celle de 1788 fut mauvaise, et cela accroît les tensions. On continue de battre les blés avec l'antique fléau. Cela est long et laborieux, et les grains ne deviennent peu à peu disponibles qu'au cours de l'hiver. En attendant, il faut conserver les javelles en meule, faute de grange, sans pouvoir éviter les météores, le feu, les mulots. Et si comble du malheur, la récolte, justement, a été mauvaise, eh bien, l'avenir s'assombrit pour longtemps. On comprend bien pourquoi, dans ce contexte de pénurie, on s'exaspère de voir les marchands emporter les grains hors du pays pour les vendre ailleurs. On s'exaspère aussi des innovations culturelles, prairies, vergers, oléagineux, garences, qui profitent aux grands fermiers, mais c'est autant de terres qui ne fournissent pas de grains. Et puis nous parlions de la guerre, eh bien la guerre accroît les impôts et pressurise les paysans. Puis les régions frontières se trouvent exposées aux réquisitions, aux corvées de transport et de pionnage, aux excès des gendarmes, à la dévastation. Les progrès de l'industrie et du commerce permettent de nourrir davantage de monde, mais ils rendent aussi une partie croissante de la population dépendante des fluctuations du marché. Et c'est là que le paysan est tributaire aussi des politiques économiques risquées. La France exporte davantage, mais une guerre, une famine à l'étranger ou une modification des échanges commerciaux peuvent désormais avoir des répercussions immédiates sur l'activité économique du royaume. En 1787, Loménie de Brienne poursuit la politique libérale engagée par Turgot et facilite le commerce des grains. En temps normal, cette mesure pouvait sembler raisonnable. Elle devait favoriser la circulation des denrées et améliorer justement l'approvisionnement. Mais les circonstances sont mauvaises. Et nous l'avons dit, la récolte de 88 est médiocre. Et l'hiver 88-89 est particulièrement rigoureux. Le blé manque et son prix s'envole. Pour beaucoup, la liberté du commerce apparaît alors moins comme une solution que comme une cause supplémentaire de leurs difficultés. Dans le même temps, le chômage progresse. Pourquoi ? En 1786, un traité de commerce avec l'Angleterre ouvre davantage le marché français aux produits manufacturés britanniques. L'objectif est de stimuler l'économie par la concurrence. Pourquoi pas ? Mais l'industrie anglaise dispose déjà d'une avance considérable sur la France. Certaines manufactures françaises peinent à suivre et des ateliers ferment. À la veille de la Révolution, les difficultés se cumulent donc. Mauvaise récolte, hausse du prix du pain, ralentissement économique et augmentation du nombre des sans-travail. Comme l'écrit Georges Lefebvre, les fléaux semblent alors se déchaîner simultanément. Crise économique, difficultés sociales et crise politique se renforcent mutuellement. La faim et le chômage jettent sur les routes des hommes et des femmes réduits à l'errance ou à la mendicité. Ils viennent grossir les rangs de ceux que l'on appelle alors les errants. Qui trouve-t-on sur les routes des campagnes françaises ? Eh bien, on trouve un peuple hétéroclite composé de mendiants, de gens qui cherchent du travail, de colporteurs, de contrebandiers. Les mendiants sont la plaie des campagnes. Que faire, en effet, de l'infirme, du vieillard, de l'orphelin, de la veuve ? Questionne Georges Lefebvre. Dans les campagnes,
il n'y a pratiquement aucune fondation d'assistance. Celui qui n'a pas ou qui n'a plus de travail n'a plus qu'à demander l'aumône. En 89, on estime que 1/10 de la population mendie. On n'est pas totalement hostile aux mendiants, soit parce qu'on a soi-même mendié, soit parce qu'on sait qu'on risque de devenir mendiant un jour. Les paysans aisés ne les apprécient guère, ces mendiants, car ils sont contraints de faire l'aumône, tout en continuant de payer la dîme, censée servir à aider les plus miséreux. Alors les mendiants errent dans les campagnes, ils vont de village en village. On veut bien s'occuper de ces pauvres, mais on n'a pas envie forcément de s'occuper des pauvres qui viennent d'ailleurs. On peut avoir affaire aussi avec des professionnels de la mendicité, car le clergé notamment perpétue cette tradition chrétienne qui considère presque la pauvreté comme une présomption de sainteté. Les mendiants sont souvent rejoints par les migrations ouvrières, par les personnes à la recherche d'un salaire. Ces gens-là vont de ville en ville pour chercher une embauche. On se déplace par exemple pour aller vers les grands chantiers du moment qui requièrent de la main-d'œuvre. La période des vendanges ou des moissons favorise notamment les déplacements. Sur les routes de campagne, on trouve également les colporteurs, commerçants plutôt honnêtes, mais la plupart n'inspirent pas la confiance. Parfois, ils vendent des produits de piètre qualité sans vraiment d'utilité. Parmi eux, on peut trouver aussi, disons-le, des charlatans, des montreurs d'ours. Alors, ils ne sont pas mendiants a priori, mais le soir venu, ils peuvent aller dans les fermes, demander le gîte et le couvert. Ils ne sont pas forcément malhonnêtes, ni voleurs, mais parfois ils prennent quelques libertés, grappillent de ci de là, fruits ou raisins. En fait, on craint ces inconnus, ces populations nomades. On s'en méfie, d'autant plus qu'en 89, leur nombre s'accroît. En période de moisson, on a peur aussi pour sa récolte et on redoute le pillage. Ce n'est pas pour rien que les autorités demandent à l'armée d'être présente quand cela est possible. Ces errants sans racines et difficiles à contrôler effrayaient les paysans les plus sédentaires. Parmi ces gens qui se déplacent émergent parfois de véritables criminels organisés en bande qui sèrent l'effroi. La force publique est parfois dépassée par manque de moyens et d'organisation. Le paysan ne rechignerait pas à se défendre lui-même, mais on le lui interdit. On lui retire parfois des armes par peur qu'elle ne se retourne contre l'ordre établi. À mesure que la crise économique s'aggrave, ces populations mobiles deviennent plus nombreuses. Dans un monde rural attaché à l'enracinement et à la stabilité, elles apparaissent comme un facteur permanent d'inquiétude. Malgré ce que nous pourrions laisser entendre, précisons que la France n'est pas à feu et à sang en 1789. Les documents d'archives mentionnent surtout des menaces, des vexations, des extorsions. Et les errants sont surtout source de fantasmes. Les paysans sont instruits, mais pas au sens académique du terme. Mais une longue transmission orale véhicule et rappelle aussi les pages tragiques de la vie de leurs ancêtres. Pendant des siècles, écrit Georges Lefebvre, les campagnes avaient été ravagées par les hommes d'armes, mi-soldats, mi-brigands, qui venaient on ne sait d'où et se battaient on ne savait trop pour qui. On comptait les villages incendiés, les femmes violées, les hommes torturés et massacrés, toutes les horreurs de la guerre. La peur des errants n'explique pas tout. Quand la faim devient insupportable, on cherche des coupables. Et la colère se transforme alors en action. Et c'est le temps des émeutes. Les émeutes ont pour terreau le problème du prix du pain et de la circulation des grains qui provoquent la faim. Les émeutiers, poussés par la faim justement, cherchent le ou les responsables de leur malheur. Par exemple, quand les riches propriétaires ou riches fermiers, de connivence avec les marchands,
et avec la complicité des ministres et autres hommes du roi, toujours favorables aux puissants, exporte les excédents pour les vendre au loin à un bon prix. Necker revient au pouvoir à la fin du mois d'août 88. Alors Necker, il tente d'enrayer la crise par une série de mesures d'urgence. Certes, ces mesures évitent la famine, mais elles ne font pas baisser le prix du pain. On prend des mesures immédiates pour calmer les esprits et nourrir les ventres affamés, tout en espérant que le marché du grain finisse par se réguler de lui-même. La question est de savoir si le peuple est décidé à patienter. Est-il encore si docile et malléable qu'on voudrait le croire? L'a-t-il jamais été d'ailleurs? À trop tirer, rompt la corde. Les villes sont bien entendu les plus menacées par la pénurie de subsistance. Quelques semaines avant la convocation des États généraux en mai 89, les émeutes sont continuelles en France et elles sont également réparties sur tout le royaume. Émeutes de la faim peut-être, encouragées aussi, disons-le, par les changements politiques qui se profilent. À titre d'exemple, dans le Nord, qui n'est pourtant pas une région pauvre, on compte 13 émeutes en mai 89 et 4 au mois de juin. Face aux émeutes, les autorités répriment. On se saisit de ceux que l'on considère comme les meneurs, on pend sans trop de formalisme ou on envoie aux galères. On exécute les femmes aussi bien que les hommes. En juin 89, les émeutes sont plus rares. Il y a peut-être à espérer du côté des États généraux. Alors on patiente. Mais en juillet 89, le mouvement reprend de plus belle. Souvent, la maréchaussée manque d'organisation et d'effectifs. Elle est impuissante à résorber les soulèvements de la faim. On pille le blé au marché, chez les marchands, dans les magasins publics, ou tout du moins, on se le partageait en le payant au prix que le peuple fixait lui-même, écrit l'historien Georges Lefebvre. Parfois, la force publique se lie aux émeutiers. Les soldats comprennent visiblement les problèmes du peuple et sont fatigués de devoir réprimer des révoltes qui leur semblent, dirons-nous, fondées. Certains rapports relatent que les troupes manquent de fermeté et de volonté. Dans les campagnes, que se passe-t-il? Dans les campagnes aussi, il y a des émeutes. Les campagnes ne sont pas en reste et elles se soulèvent aussi. Les grands fermiers et les cultivateurs aisés vendent cher, les petits cultivateurs et les métayers manquent de grains. Les journaliers agricoles de leur côté étaient encore plus malheureux que l'ouvrier citadin parce que les municipalités de village ne voulaient ou ne pouvaient rien faire pour eux. Alors, dans de pareils moments, nécessité fait loi. On arrête les voitures, on se sert gratuitement, ou on donne le montant d'argent que l'on estime juste. La force publique est impuissante, du moins ne peut-elle escorter chaque convoi. Elle se réserve quelquefois pour les convois les plus importants. En temps de colère, quand les choses dégénèrent, durant le printemps-été 89 notamment, on a trace de nombreuses descentes de paysans sur les marchés des villes. Et dans l'autre sens, pourrait-on dire, on a l'exemple de citadins affamés qui menacent d'aller se servir directement dans les campagnes. Et donc, les campagnes redoutent ces hordes de gens violents venus des villes pour chercher à se nourrir. Et plus la ville est proche et grande, plus la peur est vive. Après le 14 juillet, Paris sema ainsi l'effroi à Pontoise, à Étampes et à Provins, villes distantes respectivement de 35, 50 et 90 kilomètres de Paris tout de même. La peur fut accrue évidemment dans la tourmente des premiers temps de la Révolution. La force publique était devenue déclinante du fait de la paralysie de l'administration royale. À toute crise, on cherche des responsables. Alors on reproche au roi de ne pas agir, ou pire, peut-être de tirer profit de la situation, qui sait. À travers la personne royale, c'est l'intégrité des puissants qu'on met en cause pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et quand
les plus hautes sphères de l'État sont suspectées, cela accrédite aussitôt l'idée du complot de la faim qui vise à affamer ou du moins soumettre les contestataires. On peut dire aussi que le peuple, atteint dans sa chair, supporte de plus en plus mal les humiliations, voire le mépris dont il juge être l'objet de la part des privilégiés. On relate des propos coupables tenus de ci de là par ces derniers. Des propos de privilégiés circulent, selon lesquels, si le peuple a faim, il n'a qu'à manger de l'herbe. Ou bien, cette sentence célèbre, si le peuple n'a pas de pain, qu'il mange de la brioche. Comme moyen de rétorsion, pourrait-on dire, outre les émeutes, on a la possibilité de faire la grève de l'impôt. Après tout, cette misère n'est-elle pas due aussi au poids de l'impôt et surtout à leur multiplicité? Les cahiers de doléances, à ce titre, font état d'une population écrasée par l'impôt. Et les impôts directs ne cessent de croître. Taille, capitation, 20e. Et les impôts indirects sont intolérables. Droit de mouture, piquet provençal, droit sur le vin et la bière, etc., etc. Et puis aux impôts, il faut ajouter les charges locales. Les villes, notamment, tirent leurs revenus des octrois, par exemple. Dans certains endroits, on refuse de les payer et on demande même leur suppression. Les troubles répétés qui font qu'on refuse de payer l'impôt font que les caisses de l'État restent vides. En février 89, par exemple, le Dauphiné, refuse d'acquitter ses droits. Le roi n'a donc pas les moyens de gouverner et cela détraque encore plus la machine administrative. Ces révoltes, ces coups portés contre les fondements de ce que l'on n'appelle pas encore l'Ancien Régime, déstabilisent l'organisation sociale. Tout le monde proteste de concert. Les privilégiés, non seulement, refusent de payer leur part, mais par la dîme et les droits féodaux, ils privent le paysan d'une part de ses revenus. Pour le malheur de ces derniers, les seigneurs appauvris par le renchérissement des denrées et le progrès du luxe deviennent de plus en plus exigeants et rigoureux qu'autrefois en matière d'impôts. Ils ressuscitent même parfois des droits anciens. Autrement dit, on cherche de l'argent partout. De plus, on afferme l'impôt et les ayants droit se montrent encore plus voraces. Les temps sont au désordre. Villes et campagnes se toisent, et le vaste monde paysan lui-même est aussi en passe de se déchirer. En effet, les difficultés accroissent les rancœurs, l'agressivité, aiguisent le ressenti entre les individus. On doute des uns et des autres. Celui qui ne se révolte pas n'est-il pas de facto l'allié du Seigneur? Ceux qui se disent pauvres le sont-ils vraiment? Faut-il se révolter? Oui, non, avec qui, contre qui? Et puis qui va commencer le premier? Qu'a-t-on à craindre? Nous voulons autre chose, pourrait-il dire, mais quoi? Bref, comme l'écrit si bien Georges Lefebvre, le peuple se faisait peur à lui-même. Nous avons vu que les campagnes souffrent de la faim, des impôts, du chômage et des difficultés économiques. Nous avons vu aussi que cette misère nourrit les émeutes. Mais pendant que les paysans se débattent avec leurs difficultés quotidiennes, une autre crise secoue le royaume, la crise politique. Quelque chose ne fonctionne plus dans les finances de l'État. Beaucoup ont le sentiment que l'impôt est mal réparti. On prend beaucoup à ceux qui ont peu et l'on ménage ceux qui possèdent déjà beaucoup. De ce point de vue, la société d'Ancien Régime apparaît comme un système déséquilibré, sorte de canard boiteux. Ajoutons que la participation de la France à la guerre d'Amérique a coûté très cher. La monarchie manque d'argent. En 87, le crédit est épuisé. Le contrôleur général des finances, Calonne, estime qu'il faut créer un nouvel impôt. Vulgairement parlant, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il propose donc d'imposer aussi les privilégiés à travers une subvention territoriale. Les notables refusent. Calonne est renvoyé. Son successeur, Loménie de Brienne, reprend le projet.
Et cette fois, ce sont les parlements qui s'opposent à lui. Ils affirment qu'un nouvel impôt ne peut être créé sans l'accord des États généraux. La politique s'invite alors dans la question financière. Le roi finit par céder. En juillet 88, il annonce la convocation des États généraux pour le mois de mai 1789. Personne ne le sait encore, mais la Révolution vient peut-être de recevoir sa première impulsion. En parallèle, un autre conflit oppose la monarchie à une partie de la noblesse. L'homénide Brienne cherche à moderniser l'administration du royaume à travers les assemblées provinciales. Mais une partie de l'aristocratie réclame le retour des anciens États provinciaux. En Dauphine notamment, les résistances sont vives. Cette agitation montre qu'avant même l'intervention du peuple, les élites du royaume sont déjà profondément divisées. À l'origine de la Révolution, il y a donc aussi une crise des privilégiés. Ce ne sont pas les paysans qui ont commencé les premiers. Que veulent exactement les nobles et les parlementaires? Retrouver une influence politique, participer davantage au gouvernement du royaume, défendre leurs privilèges? Probablement un peu de tout cela à la fois. Une chose est certaine cependant, dans le système traditionnel des États généraux, les trois ordres disposent chacun d'une voix. Le clergé et la noblesse peuvent donc imposer leurs décisions aux tiers États, qui représentent, si on peut dire les choses ainsi, 98% de la population française. C'est pourquoi d'ailleurs, la bourgeoisie réclame le doublement du tiers et le vote par tête. Pas folle la guêpe. Pendant ce temps, les campagnes observent. Puis, peu à peu, elles sont invitées à participer. Le roi demande aux Français d'élire des représentants et de rédiger des cahiers de doléances. Alors que se passe-t-il? Eh bien, dans les villages, on peut l'imaginer, on se réunit, on parle, on discute, peut-être se met-on à rêver, on rédige aussi ensuite, on formule des plaintes et des espoirs. Pour beaucoup de paysans, c'est une expérience inédite. Le roi semble vouloir entendre son peuple. Les cahiers témoignent souvent d'ailleurs d'une certaine confiance envers la monarchie, mais aussi d'une forte hostilité à l'égard des droits seigneuriaux. Les paysans ont-ils tout dit? Peut-être pas, La prudence reste de mise. Personne ne sait encore jusqu'où les événements iront. Mais une chose change déjà. Après des années de misère, de révoltes locales et de frustration, le monde rural a désormais le sentiment que quelque chose devient possible. Les États généraux font naître l'espoir. Et lorsque l'espoir rencontre la colère, lorsque l'attente devient trop forte, la moindre menace peut provoquer l'inquiétude. C'est dans ce climat mêlé d'espérance, de tension et d'incertitude que vont apparaître les premières peurs. Nous l'avons dit, en cette année 1789, les autorités ne parviennent pas à endiguer les soulèvements nombreux dont nous avons fait mention. Alors, les municipalités urbaines, en accord avec la bourgeoisie, doivent donc se défendre elles-mêmes. Beaucoup de villes, déjà, exemptées de la taille, se protéger elles-mêmes. Ces villes possèdent ce que l'on appelle des milices bourgeoises. Ces milices servaient pour les parades, mais avec les événements en cours, eh bien, on le comprendra aisément, leur fonction évolue. On peut armer les bourgeois, du moins tant qu'ils ne penchent pas du côté de l'insurrection. Le problème sera tout autre quand la bourgeoisie penchera en faveur de l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nobles et bourgeois s'unissent alors face aux émeutiers pour la défense de la propriété et contre, entre guillemets, le quatrième État. Cela est visible dans certaines villes et on assiste encore à ce phénomène même après le 14 juillet. Après tout, le haut du tiers-État a peut-être, on peut considérer les choses ainsi, a peut-être plus d'acquaintance avec la noblesse plutôt qu'avec les paysans pauvres. Dans les campagnes françaises, en cette année 1789, face aux révoltes, au mécontentement, on a affaire à des réactions diverses. Mais
Les événements en cours imposent de nouvelles organisations. Il faut faire les choses autrement. C'est comme si on se préparait au changement. Il faut imaginer, innover face à la nouveauté. En ces mois qui précèdent juillet 89, on a le sentiment que tout le monde se regarde en chien de faïence. On se prépare à se défendre, mais contre qui, contre quoi ? En tout cas, se préparer pour montrer déjà qu'on se prépare. Et montrer qu'on se prépare accrédite à tort ou à raison l'existence d'une menace. De simples préparatifs peuvent effrayer. Les préparatifs, ça sert à quoi ? Ça sert à se protéger ou ça sert à attaquer ? Si le terme de paranoïa est trop fort, parlons peut-être de suspicion généralisée. On ne sait plus trop qui est qui. Ce climat d'inquiétude généralisée est antérieur à juillet 89. Dans de pareils cas, ne finit-on pas par déclencher ce dont on a peur ? L'action offensive n'est-elle pas le meilleur moyen de conjurer son angoisse ? Mais qui va commencer ? Nous le redisons, les émeutes sont antérieures à la grande peur de juillet et août 89. Avant cela, ce que l'on craint, c'est un déferlement de brigands d'abord. Mais la peur des brigands n'est pas la grande peur. C'est deux choses qui sont bien différentes. Pour le moment, nous avons affaire avec des phénomènes épars. Mais en juillet-août 89, ils vont exploser de concert. Pour le moment, ce sont les brigands que l'on redoute. Qui sont-ils exactement ? D'où viennent-ils ? Agissent-ils pour leur propre compte ou sont-ils les instruments de quelqu'un ? C'est ici qu'apparaît une idée nouvelle, appelée à connaître un immense succès, celle du complot aristocratique. C'est de cela dont il sera question dans notre prochain podcast consacré à la Grande Peur. Je vous raconte s'achève. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt ou à plus tard.